Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information. Plénière du CNT, c'était ce jeudi au Palais du Peuple. Au menu de cette plénière, l'examen et l'adoption de la loi de finances 2013. L'Association des jeunes guinéens de France était devant la presse ce jeudi. Les membres de cette structure ont pour l'occasion égrené les activités réalisées durant cette année. Et puis, le plafond de la dette américaine pourrait être atteint lundi prochain. Cette perspective trouble le président Obama qui a écourté ses vacances pour prendre la direction de Washington. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Conseil national de la transition était en plénière ce jeudi dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Au menu de cette plénière, le rapport sur le volet recettes du projet de loi de finances 2013. Après débat et discussion, le projet de loi a été adopté. Les précisions dans ce compte rendu de Maury Traoré. Au terme de la première étape des travaux de commission consacrés à l'examen du volet recettes de la loi de finances 2013 qui s'élève à 11 257 milliards de francs guinéens, l'intercommission a soumis à la plénière ce jeudi matin son rapport pour l'examen et approbation. Dans son intervention, le rapporteur a mis en exergue le contexte dans lequel le gouvernement a élaboré le projet de loi de finances 2013. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la création de conditions idoines pour la tenue dans les meilleurs délais des élections législatives libres, crédibles et transparentes. La mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique 2011-2015. Pour atteindre les objectifs prévus dans le projet de loi de finances initiale 2013, le gouvernement a mis certaines mesures fiscales. À l'impôt minimum forfaitaire des sociétés IMF, aux obligations liées à la TVA, aux droits d'enquête et de recherche, à la déductibilité des charges relatives aux dons et libéralités, aux mesures tarifaires et vignettes de la taxe unique sur les véhicules, aux mesures tarifaires relatives aux patentes et aux licences. Le renforcement des capacités institutionnelles, humaines et matérielles des régies financières, conditions sine qua non pour la productivité et la réalisation effective des recettes fiscales. Et entre autres, une des recommandations faites par l'intercommission. La loi des finances a été adoptée à l'unanimité par les membres du CNT. Le ministre des Télécommunications était ce jeudi face aux hommes de médias, une occasion pour Oe Guilavogui de faire le compte-rendu de sa récente mission de travail en Chine. Il a aussi été question de la relance de la Sotelgui et de la réalisation du backbone national. Fanta Conté, explication. D'entrée de jeu, le ministre des Télécommunications et des NTIC a fait un bilan exhaustif des activités réalisées dans ce secteur depuis sa prise de fonction, celles en cours de réalisation ainsi que des projets en perspective pour 2013. Ensuite, Oye Guilavogui a fait un compte-rendu détaillé de sa récente mission de travail en Chine, un voyage qui portait essentiellement sur la recherche de financement pour la réalisation de certains projets, notamment la relance de la Sotelgui et le backbone national avec le déploiement de la fibre optique à l'intérieur du pays sur 4000 km. L'argent obtenu va nous servir à moderniser le réseau et à l'État. Le marché qui a été attribué s'élevait autour de 248 millions de dollars sur les 350 millions de promesses. Exim Bank aussi a accepté de financer aussitôt les 38 millions de dollars, rendus à 240 millions de dollars. C'est pour vous dire donc qu'en 2013, les deux projets vont être réalisés. Pour éviter les détournements et les tracasseries qui ont conduit à la fermeture de la Sotelgui, le ministre Oye Guilavogui a informé la presse que les autorités vont dans les semaines ou mois à venir procéder à l'assainissement du fichier de la Sotelgui. La gestion de la Sotelgui sera également confiée à une société étrangère dans l'intervalle de 18 mois à 2 ans. Il y a 2 maisons étrangères qui vont être recrutées a priori. La première va s'occuper de ce qu'on appelle le plan social et le deuxième cabinet va se charger de l'établissement de ce qu'on appelle le cahier de charge. L'aboutissement du projet Backbone national permettra à la Guinée d'être le premier pays au sud du Sahara à réaliser une telle infrastructure. Cette fibre optique de 40 gigas va non seulement couvrir la Guinée, mais aussi des pays limitrophes, ce qui pourrait générer des fonds pour la Guinée.
Présenter les activités réalisées durant l'année 2012, tel était ce jeudi le centre d'intérêt d'un point de presse animé par l'Association des jeunes Guinéens de France. Ce point de presse a été mis à profit par les membres de cette structure pour évoquer la mise en œuvre de plusieurs projets, dont celui lié au Salon de l'Emploi à Paris. Ils ont aussi fait mention des difficultés rencontrées dans l'exécution de leur activité. Elhaj Marbari, compte rendu. L'Association des jeunes Guinéens de France est une structure transversale qui existe depuis 1997, créée dans l'objectif de renforcer la solidarité et l'entraide entre les jeunes Guinéens de France et établir une passerelle entre les jeunes Guinéens résidant en France et ceux de la Guinée. Cette association, par l'aide de ses partenaires financiers, a réussi à mettre en œuvre depuis sa création plusieurs projets, dont ceux de cette année. On a eu cette année à financer un projet de rénovation de l'école primaire de Nongo. On a eu aussi le projet de Cité de l'air. Partenaire technique de cette structure, l'AGIP, dont le directeur général a invité les uns et les autres à accompagner l'Association des jeunes Guinéens de France. C'est des initiatives à saluer. Aujourd'hui, à l'instant T, ils apportent à la Guinée plus que la Guinée n'apporte à cette structure. Dans son intervention, le responsable des projets est revenu sur le financement et les difficultés rencontrées dans l'exécution de ces tâches. Le vrai problème, c'est au niveau de la réalisation. Vu qu'on n'est pas sur place, quand on vient mettre en place une équipe pour pouvoir réaliser les travaux, il se trouve que par moment, il y a des décalages. L'Association des jeunes Guinéens de France, dont les actions sont généralement orientées vers les jeunes Guinéens résidant en France et en Guinée, est aussi ouverte à d'autres catégories de personnes. Ils sont souvent à tort victimes de tous les préjugés et marginalisés par la société. Ce sont les albinos et les handicapés. Les premiers sont des personnes issues de couples noirs, mais qui naissent avec une peau blanche, souvent maculée de taches faute d'avoir reçu de la mélanine. Les seconds sont des personnes ayant une déficience physique ou morale, souvent due à certaines pathologies. Et bien certains éléments de ces deux couches vulnérables regroupés en association sont montés au créneau pour dénoncer les discriminations dont ils font l'objet. Les albinos et les handicapés en quête d'une meilleure perception par la société. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Aguiratouba. Les personnes vulnérables sont nombreuses en Guinée, parmi elles les albinos et les handicapés. Ces deux couches ont de sérieux problèmes d'intégration sociale. Quand je faisais l'école primaire à Massantan, les stigmatisations étaient au niveau surtout de mes collègues. Souvent même moi j'avais une place unique qui était toujours devant pour compte tenu de la vision. Et quand on sortait pendant les heures de récréation, certains ne s'approchaient pas à moi. Une fois tu es né handicapé, en fait c'est un désespoir qui vient en toi. Tu te dis que c'est pas la peine d'étudier maintenant, de rester comme ça. Un rejet que Lanciné et Mariama ont pu surmonter au fil des ans et finir leurs études grâce au soutien de leur famille. J'avais un moral qui était un peu remonté par mon papa qui disait tout d'accepter, qui me supportait à tous les plans. J'avais des jouets partout, donc eux qui me disaient mon fils, tu ne peux que réussir à l'école, tu ne peux pas faire la mécanique, la ménagerie, la maçonnerie. Compte tenu de la fragilité de la peau, on ne peut pas faire des travaux durs. Et compte tenu avec ces travaux-là, ils ne font que sur le soleil. C'est l'école que tu peux réussir. Et je ferai tout pour que tu réussisses. Maman ne m'a pas du tout lâché, parce que pour encourager une personne handicapée, c'est pas facile. Nous sommes 4 jumeaux. Comme les parents au village, ils se sont dit que je suis le sacrifice des 3 autres. Donc c'était plus la peine de m'aider, que je ne serai plus comme les autres, quoi. Mais tous n'ont pas cette chance. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir finir le primaire et avoir un emploi. Ils ont des problèmes de santé, de logement et même pour fonder un foyer. La plupart survivent dans les rues de Conakry. Dans la plupart des cas, ces enfants albinos, même s'ils commencent les écoles, ils ne continuent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes d'une pression sociale qui est déclenchée par l'ignorance de la population de leur existence. Donc, s'ils ne sont pas assistés de manière particulière, quoi qu'ils soient intelligents, ils peuvent abandonner l'école. Et quand ils abandonnent l'école, à un certain moment, ils deviennent mendiants, comme nous vivons aujourd'hui. Sur le plan social, il y a des cas, par exemple, où un garçon albinos se présente dans une famille pour demander la main, n'est-ce pas, d'une fille en mariage. S'il n'y a pas de relation familiale, c'est un problème qui est difficile. Même ça se fait, mais à la longue, s'il n'y a pas de moyens, ça peut vivre, n'est-ce pas, de grandes difficultés.
La plupart ici à Conakry, de ces adultes albinos, ils ont difficilement l'allocation. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est des gens qui ne font rien, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de métier, donc quand je vais loger chez moi, comment il va payer ma maison? La petite personne des personnes handicapées à la société, qu'il s'agisse de travailler, d'aller à l'école, de consulter un médecin ou de se présenter à des élections est limitée ou exclue, non pas parce que ces personnes ont une déficience, mais à raison de divers obstacles qui peuvent inclure des barrières physiques. La première chose que s'apprête de faire les parents, c'est de tout faire pour que cet enfant ne puisse pas utiliser. Parce qu'ils considèrent cela comme une calamité, voire une tare ou bien une honte. Donc, dès la naissance de l'enfant, dans les hôpitaux eux-mêmes, quelquefois on le prive de tout, on le laisse abandonner à lui-même, dans l'intention de liquider physiquement. Cette marginalisation est souvent due à l'ignorance et à la méconnaissance des droits des albinos et des personnes handicapées. Pour éveiller les consciences et lutter contre les préjugés, le Repacide et la Fondacia ont récemment pris leur bâton de pèlerin pour sillonner les 5 communes de Conakry. Le Repacide pour parler des droits des personnes handicapées au nombre de 1 350 000 selon le dernier rapport de l'OMS et la Fondacia pour entamer le recensement des albinos afin de pouvoir leur venir en aide. Des dispositions universelles des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune. Tous sont égaux devant la loi et on doit sans aucune distinction à une égale protection de la loi. » Ce recensement, c'est pour identifier ces personnes afin de pouvoir planifier des actions en leur faveur. Parce que si on ne connaît pas comment ils sont, où ils vivent, et ils sont au nombre de combien, nous ne pouvons planifier aucune action qui peut leur être profitable. Et nous sommes là-dessus parce que ce n'est pas seulement Conakry qui est la Guinée. Nous devons faire ce recensement là à l'intérieur de tout le pays pour que nous puissions réellement savoir combien de personnes vivent en Guinée, qu'on dit albinos, qui ont besoin de notre assistance. À la date d'aujourd'hui, avec le recensement de les 5 communes, on a réussi à identifier 449 personnes. Contrairement aux personnes handicapées, les albinos doivent se battre pour avoir une loi qui les protège. Un projet de loi toujours en étude. Une protection afin que les albinos guinéens ne subissent pas les mutilations de leurs semblables tanzaniens en Afrique centrale, victimes des superstitions et des fausses promesses des charlatans. La création du ministère aux droits de l'homme redonne espoir aux albinos et aux personnes handicapées. Espoir que bientôt ils seront traités au même pied d'égalité que tous les autres Guinéens. Merci beaucoup à Guiratou pour ce reportage et bon courage à toutes ces personnes handicapées. Et puis, dans quelques jours, les coupures de billets de 10 000 de couleur verte vont définitivement disparaître de la circulation. Elles seront remplacées par d'autres de couleur rougeâtre déjà introduits dans les échanges. Une décision prise par le gouvernement pour, dit-on, mieux sécuriser la monnaie guinéenne. Mais sur le terrain, cette décision est différemment appréciée par les citoyens. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux au micro de Diao Bachir. Quand l'État a jugé nécessaire de retirer un billet de la circulation, c'est parce qu'à un certain niveau, on a jugé ou de la fragilité de ce billet, c'est-à-dire de son exposition à la fausseté ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'État lui seul sait pourquoi il a décidé telle disposition. Les Guinéens ne sont pas encore habitués à cette méthode. Ils ne se disent pas qu'on a commencé maintenant là à extraire ces billets de la circulation à telle époque, comme cela a été décidé, ces billets vont cesser d'être valables. La billet vert. Alors, la Guinée-Cac bébé a fallu faire qui n'aurait. Fallu faire que. A faux billet n'en fabo ayama. Alors, quand ça n'a faux billet ni go, n'a mou fa nyamene be. Ntando mama nyoki, amasara fi n'en fa nai, bene agalu nyama yira. Karwar mando de fa na fo. Folo na trafa na lekene bibip be di tasrado dol di perdado fondi do kala wudi la fili na sisen alhamdulillah me to ko embrana ka ke don karworo abatra hali dinya konkolila ni la wudi falen loyla idi sika fali hare nambara sitado kala commerçant jo andu do no mari kalis
10 000 francs haakoji ɗin ko couleur verte o hara yo wakkilo ɗo e tenen 31 décembre 16h30 ɗon e banque ji ɗin fermude hara o hewtiniɗi ka banque ɗi naati nder ton o hendike resi makko sina ɗum haray laawike donc ɗo noon e on tigi jooɗade fallidira juuɗe mum inna me waɗama ɗum iɗon andi men yewti no fi mum ka télévision men waɗi sensibilisation ji banque centrale o waɗi communiqué ji ha wota en jooɗo ha perdinen hoore men. Volet santé de cette édition, le stress, l'un des facteurs sociaux les plus courants au monde. Il peut survenir à tous les âges de la vie, considéré parfois normal dans la vie de l'homme. Le stress peut cependant être un problème de santé non négligeable. Pour en savoir davantage, notre spécialiste en maison des questions de santé, Salim Kamara, s'est intéressé à ce sujet. Explication. Le stress est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe d'événements provoquant des réponses physiologiques et psychosomatiques. Dans le langage courant, on parle de stress positif ou négatif. Chacun, dans tous les cas, a sa lecture de l'état de vie. Ce stress, le plus souvent, provient la déstabilisation de la paix, mais aussi de l'isolement. Et souvent, il y a les problèmes de couple, ça aussi, ça stresse. Une recherche d'emploi à laquelle on échoue souvent, ça stresse aussi beaucoup. Le stress en lui-même, c'est une maladie de la déception et du regret. Et une fois que le stress naît, ça joue sur le cerveau. La réaction au stress est gouvernée par le système nerveux, mais aussi par les hormones et les glandes qui les sécrètent. Si les situations du stress sont mal vécues, trop répétées, des symptômes et des troubles surviennent. Ils englobent d'abord tous les petits troubles qui nous font dire que le n'est pas bien, mal dans sa peau, la fatigue, les troubles du sommeil, la nervosité et même les perturbations de la libido. Mais les répercussions peuvent être encore plus importantes d'ordre digestif ou cardiovasculaire. Comment gérer et décompresser son stress, ces citoyens s'expriment. Le plus souvent, moi, en étant chrétien, je fais la lecture de la Bible. Mais aussi, en étant jeune, la nature, j'aime des musiques calmes pour me ressourcer, pour un peu oublier le stress. Je me dis d'abord que c'est pas la fin du monde. Le mieux, c'est de fournir encore d'autres efforts pour pouvoir braver tous ces obstacles qui nous empêchent de voir se réaliser nos projets. Si je tombe dans la déception ou dans un regret, je communique, j'appelle quelques amis de confiance, je les demande conseil. Difficile de combattre un adversaire invisible. Si l'on se sent stressé, angoissé, la source médicale conseille d'en déterminer d'abord l'origine. Le problème identifié, il faut soit l'éviter, soit apprendre à s'en accommoder. Rendons-nous maintenant à l'intérieur du pays et plus précisément à Salatougou, un village situé dans la sous-préfecture de Binti est menacé de disparition et pour cause, les domaines agricoles sont dévastés par l'eau de mer qui les rend inexploitables. Par ricochet, les populations se sont tournées vers la pêche pour joindre les deux bouts. Ibrahima Sori, Yari Ansani. Ici à Salatougou, un village situé au bord de l'océan Atlantique, dans la sous-préfecture du Binti, les domaines rizicoles disparaissent à petit feu et pour cause, la montée saline détruit les digues de protection. Chaque année, la montée saline menace les cultures et cela est dû du fait que à Conakry là-bas, il y a les constructions fantaisistes sur les bordures. Il y a très longtemps, les gens, on leur conseille de ne pas du tout investir sur la ceinture de protection. Les gens sont victimes maintenant là, ils ne font rien, ils sont là parce qu'ils ne comptent que sur les plaines rizicoles. S'ils n'en ont pas, ils sont obligés de remonter vers les rizières ici qui ne sont pas aménagées. Si l'État ne vient pas en aide, tous ces villages-là vont sauter. Cette situation inquiète plus d'un habitant de ce village et elle a entraîné tout le monde dans la pêche qui est devenue de nos jours l'activité principale des villageois. Actuellement, nous pratiquons peu l'agriculture. C'est la pêche qui domine. Mais ça aussi, nous n'avons pas les moyens. Aux côtés des hommes, les femmes et les enfants pratiquent également la pêche pour joindre les deux bouts.
Mon travail, c'est fumer le poisson. C'est grâce à cette activité qu'on arrive à joindre les deux bouts. C'est pourquoi nous acceptons la fumée, à cause de la famille. Si je ne vais pas à l'école, je vais à la pêche avec mes parents. Ça me permet d'acheter mes fournitures scolaires. Il faut rappeler que Salatougou est pratiquement une île qui est en train de mourir au même rythme que les domaines agricoles, alors qu'avec sa belle plage sur l'océan Atlantique et ses maisons en feuilles de palmier, elle pourrait être une belle destination pour bien des touristes. Dans le monde, la mise en garde de Moscou sur la Syrie pour la Russie, faute de solution négociée, le conflit se transformera en chaos sanglant, scénario du pire pour la communauté internationale, d'où cette intensification du balai diplomatique. Lakhdar Brahimi appelle à un changement réel, propose la formation d'un gouvernement de transition sans pour autant évoquer le sort du président Bachar el-Assad. Suivi. Depuis sa prise de poste il y a un mois, le médiateur international sur la Syrie a beaucoup rencontré et écouté les uns et les autres. Ce jeudi, Lakhdar Brahimi se prononce pour un changement réel en Syrie, avec un cabinet de transition doté des pleins pouvoirs jusqu'aux élections de 2014. Au passage, il dément l'existence d'un plan entre les États-Unis et la Russie. Certains disent en Syrie et à l'extérieur que je suis venu pour vendre un plan russo-américain. J'aurais souhaité qu'un plan existe. Il n'y a pas de tel projet et donc je ne suis pas venu pour en faire la communication. La Russie dément également un tel plan tout en affirmant que plusieurs pays ont proposé l'asile politique à Bachar el-Assad et que Moscou n'en fait pas partie. Moscou, où se trouve actuellement le vice-président syrien et où Lakhdar Brahimi est attendu samedi. Bachar el-Assad peut-il avoir une place dans cette transition politique syrienne? C'est toute la question. Lakhdar Brahimi s'en tient à l'accord de Genève qui ne dit rien de sa mise à l'écart. Pour Moscou et Pékin, c'est aux Syriens de se déterminer et les Syriens de l'opposition basés à Istanbul, soutenus par Washington et Paris, écartent radicalement le maintien d'Assad. Le conflit dure depuis plus de 20 mois, beaucoup de gens sont morts et toute proposition dans ce sens est inacceptable. Cette mise au point survient au moment où l'information circule d'un possible consensus entre Washington et Moscou sur un maintien du président syrien jusqu'à la fin de son mandat en 2014. Moscou accroît la pression, une solution politique négociée ou le chaos sanglant, affirme la diplomatie russe. Le conflit syrien à ce jour aurait fait 45 000 morts selon une ONG et 2 millions de déplacés selon l'ONU. Je vous le disais en tête de chapitre, aux États-Unis, vacances écourtées pour Barack Obama, le patron de la Maison-Blanche, part plutôt que prévu d'Hawaï, direction Washington et une urgence. Le plafond légal de la dette américaine sera atteint lundi prochain. Il faut trouver un accord sur le budget avec les républicains, sinon ce sera hausse d'impôts et réduction des dépenses. Explication. Dur d'être président. Finalement, les vacances de Barack Obama n'auront duré que 5 jours. Il laisse sa famille à Hawaï, direction Washington. Washington où les républicains eux aussi sont rentrés dardard. Car le temps presse. Avant lundi, il faut trouver un accord sur le budget. Si le 31 décembre il n'y a pas d'accord, un mécanisme se déclenchera automatiquement le 1er janvier, ce qu'on appelle la falaise budgétaire. En clair, cela veut dire réduction des dépenses, des milliards de dollars en moins pour le budget et une forte hausse des impôts. Un scénario catastrophe qui pourrait replonger les États-Unis dans la récession. Pour éviter un tel fiasco, il faut prendre des mesures extraordinaires. Mais pour cela, la gauche et la droite doivent se mettre d'accord. Jusqu'ici, chacun a fait des concessions. Barack Obama a accepté des baisses dans le calcul des pensions. De son côté, les républicains acceptent des hausses d'impôts sur les gros salaires. Si au bout du compte, le seul choix possible est d'éviter une hausse des impôts à la classe moyenne, alors nous soutiendrons le projet. Mais ce que nous voulons, c'est un accord qui prenne en compte les dépenses et les impôts. Mais on est toujours bien loin d'un accord et pendant ce temps, le déficit budgétaire se creuse. 16 000 milliards de dollars, c'est la dette américaine et c'est plus que le PIB des États-Unis. Alors, certains Américains montent au créneau. Le patron de la chaîne de café Starbucks, par exemple, sur ses tasses de café, il a fait écrire « Rassemblons-nous ».
Je suis confiant que les républicains et les démocrates vont se remettre à parler et faire ce qui est juste pour ce pays. L'initiative est symbolique, mais elle montre que pour de nombreux Américains, il faut dépasser les clivages. L'heure est à l'union sacrée entre la gauche et la droite. Un véritable trésor archéologique et une découverte inattendue. En Israël, des scientifiques ont mis au jour un temple vieux de 3000 ans, des vestiges du royaume de Juda à quelques kilomètres de Jérusalem-Est. Une trouvaille et une chance, des fouilles ont été menées avant des travaux sur une autoroute. Reportage. Avant d'entamer des travaux sur l'autoroute reliant Tel Aviv à Jérusalem, des archéologues ont mené des fouilles ici à Tel Motza, à quelques kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Sous la terre, ils découvrent les vestiges d'un temple et des figurines datant de 3000 ans. Ici, nous parlons du 10e ou du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons très peu de traces d'activité de culte du royaume de Juda. Il y a peut-être un ou deux autres sites, mais nous n'avions pas connaissance de temples de cette époque. Et ce qui est le plus excitant, mais aussi le plus difficile, c'est que nous sommes très près du temple de Jérusalem. Des poteries décorées, des fragments de calices, des figurines d'hommes et d'animaux. Ces vestiges ont été découverts près de l'autel. Autant de preuves rares des pratiques religieuses idolâtres à une époque où la pratique dominante était le judaïsme dans le temple de Jérusalem. Ce sont des traces d'activité de culte dans des implantations du royaume de Juda, à une époque où le premier temple existait déjà. Ici, nous sommes près de Jérusalem et nous trouvons encore des sites d'activité de culte, un autre temple avec un autel. Le site d'un bâtiment public, une grande structure avec un entrepôt et de très nombreux silos ont déjà été découverts par le passé lors de fouilles à Tel Motza. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasion.info. Merci de votre attention et excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir, où que vous soyez dans le monde.